Comment départager deux thèses si contraires? Il y a pour cela les faits et le raisonnement. Au chapitre des faits, il y eut d'abord des aveux devant le chef de la sûreté de Tananarive, M. Baron, par certains des membres présents à la fameuse réunion. Aveux selon lesquels le télégramme incriminé aurait bien eu le sens occulte d'un ordre de déclencher l'émeute. Mais ils furent obtenus dans de telles conditions qu'on ne put pratiquement pas s'en servir à l'audience. C'est qu'en effet, tous ceux qui y avouèrent ne manquèrent pas d'indiquer longuement comment ils avaient été interrogés. Des extraits du compte-rendu sténographique en apportent une illustration. Stanislas Rakoton-Nirina, vice-président de l'Assemblée provinciale de Tananarive, dit notamment « Monsieur Baron me dit « Tu es père de famille, tu as 8 enfants. Je te demande de dire la vérité. Tu as assisté à la réunion du 27 mars, au cours de laquelle monsieur le député Rabémanandjara a donné l'ordre de la révolte et a envoyé un télégramme d'appel à la révolte. » Je lui ai répondu « Jamais de la vie, tout au contraire, au cours de cette réunion du 27 mars, Rabémanandjara avait rédigé un télégramme d'appel au calme. » Alors monsieur Baron m'a donné des coups de poing et des coups de pied. Je lui ai fait cette observation. « Vous n'avez pas le droit de vous livrer à des voies de fait. En tant que directeur de la sûreté, vous avez le devoir d'assurer le respect des lois. C'est un scandale ce que vous faites. » Il est devenu furieux. Il a pris un nerf de bœuf et il m'a violemment frappé la tête avec ce nerf de bœuf. Et il m'a violemment fouetté jusqu'à ce que je tombe évanoui à ses pieds. Monsieur Baron a profité de mon état pour me montrer la formule maudite. Il m'a dit « Veux-tu signer maintenant ?» Je lui ai répondu « Non, monsieur le directeur, ma tête tourne, je sens mes forces défaillir. De grâce, permettez que je me repose d'abord. Demain matin, je viendrai m'expliquer. » Mais il n'a rien voulu entendre. Il a dit « Je n'accepte aucun moyen échappatoire. Tu veux faire le malin ? Il faut absolument que tu me signes cette formule. » J'ai répondu « Jamais de la vie, je ne signe pas. » Alors il reprit « Tu refuses absolument. Tu veux que je te traduise devant le tribunal militaire ?» Je lui ai dit « Comme vous voulez, monsieur le directeur, mais moi je refuse catégoriquement de signer. Je me refuse de souscrire à de pareils mensonges. » Et le récit continue de la sorte par la description de la Constitution dans les locaux de la sûreté d'une parodie de tribunal où M. Baron occupait le poste de commissaire du gouvernement et sa secrétaire le bureau du greffier. Les mêmes questions y furent renouvelées. Invitation à déclarer que le télégramme constituait bien un appel à la révolte. Rakoton-Nirina s'obstine, nie toujours. Alors il est condamné à mort en ces termes. Rakoton-Nirina Stanislas est condamné à mort pour demain matin. Il marchera tête nue, sans cravate, menottes aux mains. Tananarive, le 16 avril 1947. Cela fait, il se trouve bientôt devant Baron qui lui dit « Tu vois, je t'avais prévenu, imbécile !» Et il a appelé son adjoint M. Benon, qui se trouvait dans une chambre à côté. M. Benon me présenta un papier pour faire mon testament, et il me dit « Puisque tu es condamné à mort, tu vas faire ton testament. » Je répondis à M. Baron « Monsieur le directeur, je suis absolument sûr de mon innocence. Je mourrai la tête haute. Ma famille ne doute aucunement de mon innocence. Je n'ai aucun testament à faire. » Alors on le boucle dans une pièce sous la garde d'un Sénégalais et de 2 agents comoriens. Il s'y retrouve avec d'autres prisonniers, dont les visages sont plus ou moins tuméfiés. Le 20 avril, on vient le chercher, et il se retrouve dans le bureau de Baron. Monsieur Baron me dit « J'ai pensé, en tant que père de famille, à tes 8 gosses. J'ai demandé grâce en ta faveur à titre tout à fait exceptionnel. Je sais d'ailleurs que tu es innocent dans cette affaire. On a seulement surpris ta bonne foi. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que tu fais de la politique. On t'a roulé tout simplement. On t'a mis devant un fait accompli dont tu n'étais nullement partisan. Eh bien, tu vas faire les mêmes déclarations que tes camarades.
Je te promets, si tu consens à faire les mêmes déclarations que tes camarades, de te libérer immédiatement en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés. Dans le cas contraire, je te jure sur mon honneur, et il lève la main droite, que tu seras fusillé sans merci. Plus de grâce, tu seras abattu comme un chien. Tu sais, lorsqu'un Français jure sur son honneur, c'est le maximum du serment. Il tient parole, il préfère qu'on lui coupe la tête que de trahir son serment. Je lui fis toujours la même réponse. Je préfère la mort au mensonge, faites ce qu'il vous plaira. Je me refuse complètement à souscrire à ces déclarations mensongères. Se voyant offensé, M. Baron me donna des coups de poing. Je lui dis « Mais pourquoi tenez-vous à me faire souffrir? Vous n'avez pas honte ?» Il devint furieux et m'assena de violents coups de pied en pleine figure. Je chancelai. Il m'abattit sur le parquet. À terre, atteint à la bouche, deux dents se brisèrent plus ou moins. M. Baron jubile d'une joie sadique en voyant couler de ma bouche un filet de sang. Il s'exclame « Très bien, cela va t'apprendre à faire moins de réflexion et à être plus docile. » Faisant appel à toute mon énergie, je lui réponds « Mon corps est à votre disposition, mais ma conscience vous ne l'aurez jamais. Je préfère la mort au mensonge. » Là, M. Baron, devenant alors forcené, prend son instrument favori de torture, le nerf de bœuf, dont une grêle de coups s'abat violemment sur ma tête déjà meurtrie. Le sang coule et ruisselle de cette tête, ce sang dont le tortionnaire a soif, ce sang qui en appelle à votre justice. Après avoir repris connaissance, je vois M. Baron me présenter à nouveau la formule dactylographiée, qu'il me tendit dès qu'il s'aperçut que j'avais ouvert les yeux. « Tu consens maintenant? Tu te décides à signer cette formule qui est conforme aux déclarations de tes camarades ?» Je lui répondis « Achevez-moi si vous voulez, monsieur le directeur, mais je m'y refuse systématiquement. » Il prend son revolver qu'il braque sur moi en disant « Je te préviens que ce revolver est chargé. Il ne reste plus qu'à presser sur la gâchette. Est-ce que tu consens? Est-ce que tu te décides à accuser le député Rabé Mananjara comme ayant envoyé le télégramme d'appel à la révolte ?» Je lui ai répondu « Tuez-moi, abattez-moi, mais je ne me décide qu'à défendre la vérité. » M. Baron remet son arme à feu sur la table et me dit « Je ne tiens pas à en venir à pareille extrémité. J'ai de la patience. Mais attention, cette patience a une limite. Plus je suis patient, et plus le châtiment est terrible. Est-ce que tu veux signer cette formule ?» Je persistai dans mon refus. M. Baron cherche alors un autre système. Il me demande de faire un mémoire en me disant de m'inspirer des déclarations de mes camarades. Je fais mon mémoire conforme à mes déclarations. Ce mémoire ne répondant pas aux exigences de M. Baron, il me dit « Quel cabochard! Il faut un Sénégalais pour te mater. » Il appelle un Sénégalais et me dit « Tu vas signer cette formule conforme aux déclarations de tes camarades. Le Sénégalais qui est là ne te ménagera pas. Si tu ne t'exécutes pas, il te tranchera la tête. » Il donne l'ordre au Sénégalais de se mettre en position. Le Sénégalais brandit son arme. À ce moment, M. Baron me donne l'ordre de signer. Je dis « Non, je ne signerai pas, monsieur le directeur. » Ensuite, il cherche un autre système, et il me demande « Tu sais, je pourrais inventer d'autres choses contre toi si tu ne te décides pas à faire les mêmes déclarations que tes camarades. » Je réponds « Vous êtes libre d'agir selon votre conscience, monsieur le directeur. » Rakoto Nirina raconte ensuite comment fut réuni pour lui, à nouveau, un simulacre de tribunal militaire appelé Tribunal militaire de l'état de siège, installé comme la première fois dans les locaux de la sûreté. Comment à nouveau on le pressa de signer la déclaration qu'on entendait de lui sur le sens du télégramme du 27 mars, et comment, devant son refus, il s'entendit de nouveau condamné à mort avec assurance qu'il serait cette fois passé par les armes des lobes. À nouveau il fut poussé dans une cellule, menottes aux mains, où, dit-il,
Je restai cloîtré 5 jours et 5 nuits consécutives. Mes larmes me servaient d'unique breuvage. En effet, je n'ai pas eu le droit de manger et de boire pendant tout ce temps. À la suite de quoi Stanislas Rakoto-Nirina essuie un nouvel interrogatoire, non plus du directeur de la sûreté, mais d'un de ses adjoints, Monsieur Gendon, dont l'objectif demeure le même. Monsieur Gendon n'a rien voulu entendre, expose-t-il. Il a dit « Moi je ne connais qu'une chose, la révolte. La rébellion existe. Tous tes camarades qui ont assisté à la même réunion que toi reconnaissent que c'est au cours de cette réunion du 27 mars que l'ordre de révolte a été lancé au moyen d'un télégramme conventionnel, soi-disant d'appel au calme, mais qui était un télégramme conventionnel pour l'insurrection générale. » Rakoto-Nirina refuse toujours d'en convenir. Monsieur Gendon me flagella de toutes ses forces. Je résistai. Il me somma encore de faire les mêmes déclarations. Je résistai toujours, en déclarant que je préférais la mort au mensonge. Finalement, il me donna des coups de poing, des coups de pied. Il me renvoya contre le mur. Ne pouvant plus respirer, je chancelai et tombai évanoui. Il m'a ranimé je ne sais comment, mais j'ai constaté, après avoir repris connaissance, que j'avais la tête mouillée. Et j'ai vu à côté de moi une cuvette en fer blanc remplie d'eau et de sang. Mon œil droit était submergé de sang. J'ai porté la main à mon œil. Monsieur Gendon eut l'air à ce moment de regretter les coups. Il m'a dit « Ce n'est pas moi qui ai crevé ton œil. » Je dis « Mon œil est crevé !» En effet, je n'y voyais plus rien. « Ce n'est pas moi qui ai crevé ton œil, ce sont les menottes qui t'attachent les mains. » J'ai répondu « Mais monsieur le commissaire, vous êtes responsable. Pourquoi me frappez-vous les menottes aux mains? C'est inhumain !» Rakoto-Nirina n'avoua pas. D'autres qui déclarèrent avoir subi les mêmes traitements signèrent des déclarations par lesquelles ils reconnaissaient que le télégramme était bien conventionnel et correspondait effectivement à un appel à l'action. Parmi ces aveux, une importance particulière fut donnée à ceux de Martin Rakoto-Vao. Il avait 27 ans. Ses défenseurs le dépeignent doux et paisible, fils et petit-fils de pasteur, ancien instituteur, et qui occupait depuis peu, mars 1947, des fonctions de secrétaire administratif au MDRM. Il fut le premier à céder. Son interrogatoire par la sûreté de Tananarive commença le 11 avril 1947. Il était arrêté depuis le 4 et inculpé aussitôt par le juge d'instruction Vergoz d'attentat contre la sûreté intérieure de l'État. Il fut écroué à la prison civile. À l'audience du 9 août 1948, il parla ainsi. Le vendredi 11 avril, vers 15 heures, le commissaire sénégalais Sambar est venu avec une note manuscrite de la part de la Sûreté générale et m'a extrait de prison. Escorté de 2 policiers armés de mitraillettes, je fus conduit directement à la Sûreté générale. Arrivé là vers 16 heures, on m'a fait attendre d'abord le directeur de la Sûreté dans le corridor. Là, debout, j'ai été le témoin de scènes tout à fait bouleversantes. Tous les inculpés qui sortaient du bureau de M. Baron avaient la tête sanglante et la démarche pénible. D'autre part, j'ai entendu des bruits de choc, de flagellation dans le bureau même de M. le directeur. Et j'ai compris qu'il devait se passer là des traitements tout à fait inhumains. Quelques instants après, l'adjoint M. Benon est sorti du bureau et m'a dit « Comment vous appelez-vous » ?»« Rakoto-Vao Martin. » Alors il ajouta « On aura besoin de vous ce soir, mais attendez un instant au secrétariat. » J'attendis donc, et vers 18 heures la porte du secrétariat s'ouvrit brusquement. M. Baron entra et me demanda « C'est toi le nommé Rakoto-Vao Martin ? Sors un instant. » Et au moment où je franchissais la porte, je reçus un terrible coup de cravache sur la tête, un coup de pied par derrière, et en même temps « C'est le salaud !» Je me suis retourné et j'ai dit « Pardon, monsieur le directeur ?»« Il n'y a plus de pardon ici, dit-il. Et sans savoir pourquoi,
Il ne cessa de me frapper jusqu'à son bureau. Arrivé là, il me dit « Nous sommes des amis maintenant. Je ne suis pas tout à fait inhumain. » Et il me posa des questions tout à fait amicales avec des gestes amicaux. « Alors, petit, tu es le plus jeune du bureau du MDRM. Alors raconte-moi ce qui s'est passé à la réunion du 27 mars. » Il me fit asseoir sur le fauteuil de son bureau, se mit à côté de moi, la dame secrétaire étant devant la table. La conversation s'engagea d'une manière tout à fait paternelle de la part de M. Baron. J'ai raconté exactement ce que je viens de vous dire tout à l'heure en ajoutant « Le MDRM et moi, en tant que secrétaire, nous sommes les premiers à déplorer les événements douloureux actuels. Nous avons fait dès le 2 avril une affiche d'appel au calme rédigée en malgache. Il s'agissait du manifeste dont messieurs les députés vous ont donné une lecture en français. » Alors il a fait un geste en me disant « Mon petit, tu ne peux pas supporter, tu es encore trop jeune. Aussi je te dis tout simplement d'accepter sans aucune hésitation ce que je vais te dire. Ce que tu viens de me dire tout à l'heure, ce n'est pas cela qu'il me faut. » Il a voulu une autre version. Tout en fumant avec des gestes rêveurs, il me dit « Rakotovao, la réunion était secrète ? » « Non, monsieur le directeur, ce n'est pas vrai. » « Rakotovao, le télégramme était conventionnel ? » « Non, monsieur le directeur. » « Rakotovao, il n'y avait pas de commission, c'est un gouvernement que vous aviez fait. » « Non, monsieur le directeur. » « Rakotovao, ce n'est pas un appel au calme que vous avez fait, c'est une proclamation de prise de pouvoir ? » « Non, monsieur le directeur. » « Rakotovao, on t'a parlé qu'on avait averti les consulats britanniques, des USA, et ensuite ceux de Chine et d'Afrique du Sud. » « Ce n'est pas exact, c'est tout à fait inventé, monsieur le directeur. » Alors il ajouta « Maintenant, puisque tu n'as pas voulu accepter ce que je viens de te dire, je vais te faire passer à la salle de réflexion. » Je croyais qu'il s'agissait en effet d'une salle de réflexion, puisque c'était le chef de la sûreté qui le disait. Et je passai dans la pièce attenante. Immédiatement, je vois un gros Sénégalais en maillot de sport. La salle de réflexion en question était déjà remplie d'eau, et de plus, il y avait aussi un bidon rempli d'eau sale, pour ne pas dire plus. Monsieur Baron me dit « Voilà le moyen qui t'apprendra à accepter ce que je viens de te dire de déclarer. » Le Sénégalais, je crois bien que son nom était Jean-Marie, a reçu l'ordre de Monsieur Baron de me faire passer comme tous les autres. Il me fit mettre à genoux, les poignets écartés, puis il prit une tenaille en bois et me pressa mes 2 mains. Puis à genoux, et mes 2 mains pressées, il a mis ses pieds sur ma nuque et m'a plongé la tête dans le bidon. Voyant que j'allais m'évanouir, il a relevé son pied pour me laisser reprendre de l'air. Et ceci s'est répété jusqu'à ce que je sois complètement exténué. Il me fit alors revenir au bureau où M. Baron attendait dans son fauteuil. Il me dit « Ça va bien maintenant ?» J'ai répondu « Ce n'est quand même pas vrai ce que vous avez dit. » Il a alors dit « Emmenez-le et donnez-lui des coups. » Le Sénégalais s'est donc servi du nerf de bœuf. Mais M. Baron est entré dans la salle de torture et il a personnellement participé à la flagellation. Cela a duré, je crois, 15 minutes environ, au bout desquelles j'ai déclaré que je ne pouvais plus supporter, car malgré ma jeunesse, c'était insupportable. Alors il a dit « Il faut donc admettre ce que je viens de te dire. »« Non, monsieur le directeur, ce n'est pas vrai. » Vers la nuit, il décida de me faire lier les bras. Alors les 2 bras liés par derrière par des ficelles très dures, immédiatement je me suis trouvé dans l'impossibilité d'offrir la moindre résistance. Et il a dit « Maintenant, on te passera encore à des tortures plus affreuses. Mais avant, est-ce que tu vas admettre sans discussion ce que je viens de dicter ? » « Non, monsieur le directeur, je ne peux pas l'admettre puisque ce n'est pas vrai. » À ce moment-là, il m'a fait passer dans la chambre de torture, a appelé un autre Sénégalais, puisqu'un seul ne suffisait pas,
et il a donné l'ordre de me pendre les pieds en l'air et de jeter mon corps dans le bidon jusqu'à la poitrine. Immédiatement, les 2 Sénégalais ont pris mes 2 pieds et firent balancer mon corps en jetant ma tête dans le bidon jusqu'à ma poitrine. Et ils recommencèrent plusieurs fois. À la fin, j'ai dit « C'est trop. Laissez-moi m'adresser à Monsieur Baron. » Et j'ai dit à celui-ci « Je demande au moins des traitements dignes de la France, monsieur le directeur. » Et il me répondit « Voilà les traitements de la France. » N'en pouvant plus, je lui dis « J'accepte donc la première partie de votre déclaration. » Monsieur Baron me répondit « Non, je veux pas la première partie, mais tout. » Je mentirai donc? Mensonge ou pas mensonge, il faut que tu acceptes ce que je te dis. Vers minuit, une personne assise à côté de son bureau, portant de grosses lunettes blanches, et me voyant dans l'état où j'étais sans même paraître le voir, me dit comme pour me réconforter, mais avec un ton ironique, « Tu es encore jeune, petit, ne te fais pas esquinter pour rien. Pour sauver ta peau, accepte ce que vient de te dire Monsieur Baron. Tu dois charger les parlementaires Ravoa Angui et Rabemananjara. » Je n'accepte pas. Immédiatement, Monsieur Baron dit « Faites-lui subir un autre genre de torture. » À ce moment, on m'emmène dans la salle d'attente, où il y avait un petit escalier en ciment. Mes 2 bras liés derrière, les 2 Sénégalais ont tiré en l'air mes 2 pieds et me firent monter et descendre de cette façon le petit escalier. Cela commençait à devenir insupportable, et même si j'avais eu assez de force, c'était intenable. J'ai dit aux Sénégalais « Dites donc à votre chef que j'accepte ce qu'il va me faire dire. » Monsieur Baron, me voyant comme ça, je tenais à peine debout, me dit « Appuie-toi sur l'armoire. » Il appelle sa secrétaire et me dit de faire un signe de tête à ses questions. Alors il dit « La réunion du 27 mars était secrète ?» Je fais un signe de tête. « Le télégramme est conventionnel ?» Je fais un signe de tête. Les citations paraîtront bien longues. Elles pourraient l'être bien davantage, et si l'on retrouve dans tout un pointillisme méticuleux, une affection pour la restitution d'un dialogue entre un chef de la sûreté et un suspect malgache, tutoiement du premier, respect déférent du second à tout moment, on y trouve aussi trop de précisions, de petites variantes selon les cas qui interdisent de les rejeter. Au surplus, pour en confirmer l'authenticité, la défense peut produire des carnets d'hôpitaux attestant par exemple que Rokoto Vao resta après son interrogatoire du 2 au 7 mai à l'hôpital colonial. Et lorsque la cour criminelle, saisie d'une demande d'expertise médicale lors du procès, y fit droit, cela permit, malgré 16 mois écoulés, de constater encore sur plusieurs des interrogés des traces de contusion. De la même façon, les cahiers de visite de l'infirmerie de la prison de Tananarive portaient des indications sans équivoque. Du 18 au 30 avril, la plupart des détenus de l'affaire avaient reçu des soins pour contusion, plaies, névralgie, fièvre. Aussi bien les tortures seront-elles admises, bien que M. Baron, comme ses collaborateurs, ait le plus naturellement du monde soutenu que leurs interrogatoires furent toute modération et régularité. Aussi bien, à l'heure de l'audience, l'affaire du télégramme, sans être abandonnée pour la démonstration de culpabilité des parlementaires, deviendra malgré tout secondaire. Et c'est davantage dans des écrits ou documents saisis que seront recherchées les charges.